Je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des sortes de cours, de formation. Je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Ça se présente sous la forme de cartes. Les cartes du thérapeute, appelées aussi cartes outils-psy. Ce sont des cartes de repérage d'une part, comme lorsqu'on consulte une carte routière, mais aussi des cartes à jouer qui serviront de soutien mnémotechnique. On en trouvera une dans chaque PDF associé à chaque vidéo. Je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les pratiques efficaces et indispensables. Les cartes oranges concernent des interventions qui sont parfois utiles et parfois non souhaitables. Et les cartes rouges signalent les attitudes et les interventions à bannir. La carte d'aujourd'hui est une carte verte et s'appelle « Espace interne de traitement », sous-titré « La traduction ». Et ce thème de l'espace interne de traitement sera suivi par une deuxième partie, une deuxième carte, sous-titrée « La médiation ». Vous allez comprendre rapidement ces deux sous-titres, la traduction et la médiation. Commençons par un cas clinique. Hippolyte, 35 ans, décorateur de théâtre, est marié depuis 5 ans à Calliope, 32 ans, professeur d'art plastique. Ils n'ont pas d'enfants, ils ont emménagé dans leur belle maison il y a 1 an, et depuis cet emménagement, leur relation se dégrade. Hippolyte, à notre séance du lundi, annonce que le week-end s'est très bien passé, que tout va bien. Et parallèlement à cela, il indique avoir des diarrhées intenses et une douleur dans la poitrine. Il doit aller voir son médecin pour traiter ses maux physiques, cependant que psychiquement, ici et avec moi, il se sent apparemment content et sans problème. On constate ainsi deux niveaux d'expression radicalement différents. Le niveau mental affirme que tout va bien, le niveau corporel exprime que ça va mal. Qui a raison et que se passe-t-il? Quelque temps plus tard, après des échanges divers, il apparaîtra que le week-end a été très désagréable, plein de tensions, de vifs conflits, d'échanges verbaux violents. Hippolyte avait oublié tout ceci et substitué à ses souvenirs émotionnellement difficiles une version soft et une histoire radicalement opposée. Ça peut paraître spectaculaire, mais en fait, cela illustre parfaitement un dilemme qui se pose à nous tous. Ce dilemme renvoie à ce que Winnicott a dénommé la personnalisation. Pour lui, cette personnalisation se crée lorsque l'esprit s'installe dans le corps et que les deux sont désormais fortement connectés. Le mental est alors au service de l'expression conscientisée de ce que veut dire le corps. Dans le cas d'Hippolyte, le mental, quant à lui, est au service des mécanismes de défense. Ceux-ci ayant pour objectif d'oublier la douleur et les émotions liées à celle-ci. Il devient un mental mensonger, racontant une fausse histoire. Il travaille pour une idéologie, maintenir la fiction du bien-être, et non pas pour mettre au clair une vérité douloureuse qu'il s'agirait de voir en face afin de dénouer ce qui la suscite. Quelles difficultés en découlent de ça? Eh bien, d'abord, il y a de l'angoisse. Quoi qu'il en dise, Hippolyte n'est pas bien dans sa peau. Malgré ce que raconte l'histoire officielle servie par le mental, il se sent angoissé. Et ceci est compréhensible lorsqu'on sait que l'angoisse est un signal indiquant une lutte intérieure entre quelque chose qui veut se dire et les parties psychiques au pouvoir qui veulent absolument empêcher cette expression. À côté de l'angoisse, il y a une sorte de dépersonnalisation. Hippolyte se sent un peu paumé, un peu flottant, pas très sûr de ce qu'il est et de ce qu'il vit. Coupé de sa boussole interne, dont les racines, comme nous le verrons, sont intégrées dans le corps, il est plus ou moins déboussolé. Il plaque du positif sur du négatif et il se perd lui-même.
À côté de l'angoisse et de la dépersonnalisation, il y a aussi les troubles somatiques. Lorsque le mental refuse de reconnaître et de traduire en langage clair la douleur psychique présente dans la vie, alors cette douleur ne peut pas être traitée et dénouée puisqu'elle n'est ni vue ni reconnue. Hippolyte dénie à lui-même la violence de ses émotions dans ses difficultés de couple. Ne la reconnaissant pas, il ne peut donc pas adopter les comportements qui permettraient que la situation évolue. La violence de ces émotions non reconnues psychiquement s'installe alors où elle peut, dans le corps en l'occurrence, sous forme de diarrhée et de douleur dans la poitrine. Finalement, le gros inconvénient de tout cela, c'est que Hippolyte se trompe de cible. Ainsi, va-t-il lutter contre ces divers symptômes, prendre des anxiolytiques pour son angoisse, des antidiarrhéiques pour ses diarrhées, consulter un cardiologue pour ses douleurs thoraciques, l'électrocardiogramme sera normal, bien entendu. Bref, il s'active pour faire disparaître les symptômes, les faire taire, mater ce corps indocile, et il ne fera donc pas évoluer la situation relationnelle qui est la source des symptômes. À noter que cette attitude est désormais fréquente dans notre société si l'on en croit tous les sites internet qui plaident pour positiver à tout prix, comme remède supposé aux douleurs de toutes sortes. Ceci rejoint ce qu'on dénomme les thérapies recouvrantes, c'est-à-dire celles qui cherchent à lutter contre les symptômes, et donc contre les messages dont ils sont porteurs, en recouvrant avec du positif, de la détente, de belles images, une bonne respiration, de belles pensées inspirantes, etc., etc. Freud comparait les diverses thérapies à la pratique de la peinture et de la sculpture. Dans la peinture, on ajoute des couches qui masquent les couches sous-jacentes. Dans la sculpture, on enlève des couches pour dégager la forme implicitement inscrite à l'intérieur de la roche. Hippolyte se peint mentalement un tableau rassurant qui l'éloigne de lui-même et aussi du coup de la solution à ses souffrances. Comment est-ce que tout ceci s'explique ? Certains psychanalystes ont pu parler de la béance constitutionnelle qui existe en l'être humain, cette espèce de faille, de fissure existant entre soi et soi. Ceci est bien illustré par le stade du miroir, qui se joue chez l'enfant aux alentours de 1 an et demi à 2 ans et demi. Avant de se reconnaître lui-même dans le miroir, l'enfant, comme presque tous les animaux, pense que l'autre du miroir est un autre enfant, un autre que lui-même, un congénère. À un moment donné, par exemple quand il est assis avec sa mère et que tous les deux se voient dans le miroir, il comprendra que cet autre, c'est lui-même. D'autant plus qu'il peut reconnaître que sa mère, ici, derrière lui, sur les genoux de laquelle il est assis, c'est aussi sa mère qu'il voit reflétée là-bas, dans le miroir. Et sa mère lui dira d'ailleurs, tu vois, c'est toi dans la glace. Cette expérience est emblématique de ce qui va se passer pour l'enfant au fur et à mesure de l'acquisition de son identité. En effet, il se vit à ce moment-là comme existant dans 2 espaces différents. Du côté du corps, du côté du je, il y a ses ressentis physiques et émotionnels qui sont situés ici, en lui-même, sous une forme de perception plus ou moins confuse ou viscérale, mais bien présente. Pensons aux diarrhées d'Hippolyte. Et puis là-bas dans le miroir, il y a un autre soi-même qui se caractérise par le fait d'être une image claire, perceptible, délimitée, visible facilement, au contraire du sentiment du je. Cette image, c'est moi, un moi reconnu et dénommé par l'entourage, inscrit dans le langage. Là s'origine en partie la béance constitutionnelle. Je suis ici, dans mes ressentis physiques, perceptifs, émotionnels, et je suis moi là-bas, dans mon image, perçue et définie, inscrite dans un langage descriptif aisé.
En somme, une identité double, faite de deux parties séparées et qui n'ont pas le même rapport au langage. Je se situe du côté du corps, avec ses messages analogiques, peu cernés, vagues, diffus, profonds, viscéraux. Moi est du côté de l'image et des messages digitaux et langagiers, clairs, précis, inscrits eux-mêmes dans le langage collectif. Toute la question de la personnalisation s'articule autour de la question suivante. Moi va-t-il pouvoir mettre en langage ce que je ressens? Ou bien va-t-il mettre en langage ce que les autres disent que je suis? Mon désir et mes refus vont-ils s'articuler autour de ce que je suis? Ou bien autour de ce que moi s'applique à définir en se coulant dans le discours des autres sur lui? Hippolyte va-t-il considérer que ses diarrhées et ses douleurs thoraciques ont un rapport étroit avec la vérité de ce qui se passe dans son je? Ou bien va-t-il être séduit par la rapidité langagière si bien argumentée d'un moi destiné au leur? À vrai dire, ce dilemme entre deux niveaux de compréhension et d'expression se retrouve dans d'autres grilles de lecture qui vont dans le même sens que le stade du miroir et qui vont nous aider à formaliser la question. Exemple, le cerveau droit et le cerveau gauche. Il semble bien que, au moins chez les droitiers, le cerveau droit suppose des images, des sensations, de la créativité, et le cerveau gauche suppose le langage, la grammaire, la logique. Or, les deux communiquent et peuvent travailler ensemble grâce à un élément capital situé entre eux, le corps calleux. Cette partie du cerveau située entre les deux hémisphères et dont la fonction est justement de faire circuler les informations de l'un à l'autre, ajustant ainsi leurs différences de perception. Or, les problèmes liés aux difficultés de cette communication, du fait de problèmes dans le corps calleux, nommés syndrome de déconnexion interhémisphérique, ont bien montré, comme nous le dit l'encyclopédie médico-chirurgicale, seul l'hémisphère gauche est capable de s'exprimer oralement ou par écrit, et l'hémisphère droit, qui ne peut s'exprimer de façon linguistique, reste capable de reconnaître ce qui lui a été présenté grâce à plusieurs modalités sensorielles. Ça ressemble à la question du je et du moi. Ce qui ressemble aussi à la question du je et du moi, c'est l'inconscient et le conscient. En termes freudiens, nous avons le même écart entre deux niveaux de compréhension du monde. L'inconscient est dit organisé par des représentations de choses et le conscient par des représentations de mots. Traduire ce qui s'agite au niveau inconscient suppose d'amener au niveau verbal, représentation de mots, ce qui se dit sous une forme non perceptible immédiatement. Et du coup, le passage de l'un à l'autre se fait par la traversée d'une zone intermédiaire, le préconscient, chargé de cette traduction par l'utilisation des images, des symboles, des fantasmes. Nous allons revoir tout cela. Cerveau droit, cerveau gauche, inconscient, conscient, je, moi, corps, mental. Finalement, pour en revenir au thème de la personnalisation, nous avons donc à gérer la question de l'interconnexion juste, pertinente, efficace, libératrice entre le corps et le mental, comme on le voit chez Hippolyte. Si l'on réunit tous les éléments précédemment indiqués, je, moi, cerveau droit, cerveau gauche, inconscient, conscient, on pourrait dire d'une façon simple que chacun des termes fonctionne de manière assez similaire, même si je comprends bien que les puristes de chaque spécialité feront des bonds sur leur siège. Le je, le corps, l'inconscient, le cerveau droit s'expriment et se perçoivent par des messages diffus à base de sensations, émotions, pulsions. Le moi, le mental, le conscient, le cerveau gauche s'expriment et se perçoivent par des messages articulés, langagiers, logiques,
structuré. Et ce qu'on pourrait appeler, par comparaison, le corps calleux psychique, l'air transitionnel, le préconscient, l'espace interne de traitement, aura pour tâche, primo, d'un côté de percevoir les messages analogiques diffus du corps, et même s'ils sont très puissamment présents, il faut quand même les percevoir. Diarrhée, douleur thoracique. Ensuite, une fois ceci perçu, commencer la traduction de ces messages en langage compréhensible par l'utilisation de images, fantasmes, intuitions, souvenirs. Et enfin, donner finalement au mental et au moi le soin de mettre en langage verbal clair et digitalisé ce qui voulait s'exprimer de l'autre côté de soi-même, au profond du corps et du jeu. Appuyez sur ce langage verbal clair, la personne entière, c'est-à-dire je et moi reliés, comprend alors ce qui la meut et peut prendre les décisions nécessaires. Sans ce travail de reliance interne par traduction d'un langage à l'autre, alors elle est condamnée au syndrome de déconnexion, si l'on peut utiliser cette comparaison neurologique, et au fait que les deux parties d'elles-mêmes peuvent être en désaccord ou en déficit de perception de la réalité, comme nous le voyons avec Hippolyte. La boussole interne se situe dans le je-corps, qui indique les désirs, les pulsions, les douleurs, les émotions. L'orientation du bateau ou de l'avion en fonction de cette boussole ne peut se faire que si on la perçoit et que si on en tient compte. Sans cette perception, nous voilà déboussolés, flottants, incertains, agités par des symptômes qui ne prennent pas sens. Donc, nous devons pratiquer l'interconnexion entre le je et le moi, le corps et le mental, l'inconscient et le conscient, le cerveau droit et le cerveau gauche, par le travail de traduction entre leurs langages différents. Comment traduire? Jusqu'à Champollion, les hiéroglyphes et la magnifique histoire civilisationnelle qu'ils racontaient étaient incompréhensibles, ne signifiaient rien. Et nous devons bien reconnaître que parfois nos symptômes nous paraissent aussi hermétiques que des hiéroglyphes. Or, pour réussir son exploit, Champollion a dû passer par un intermédiaire, la langue démotique. Face à la pierre de Rosette, il a effectué le travail suivant. Relier la langue hiéroglyphique à la langue démotique, puis relier celle-ci à la troisième, la langue grecque, qu'il traduira ultérieurement dans son propre langage, le français. Trois écritures étaient en jeu, le hiéroglyphe inconnu, le démotique intermédiaire et le grec connu. Eh bien, pour devenir les Champollions de nous-mêmes, les interprètes de nos hiéroglyphes divers, il nous faudra nous aussi utiliser trois langues. Celle du je, corps, inconscient, cerveau droit si on veut, exprimée par des sensations, émotions, pulsions, le hiéroglyphe. Celle de l'espace interne de traitement, préconscient, exprimée par des images, fantasmes, symboles, le démotique. Et enfin celle de la compréhension consciente, exprimée par les mots, le langage, la pensée verbale, le grec ou le français. Notre corps calleux psychologique, celui qui permet la complémentarité entre je et moi, entre le corps et le mental, et qui nous amène le sentiment d'avoir une boussole interne pour notre ligne de vie, c'est la faculté de symbolisation. Ce n'est pas pour rien que depuis toujours l'être humain a raconté des histoires symboliques, des contes, des mythes, des grands récits, etc. Nous avons besoin de cette fonction symbolique et créative, besoin de littérature, de création artistique pour nous comprendre nous-mêmes. Nos souffrances et nos destins contrariés peuvent venir de diverses origines en lien avec cette question. Et par exemple, point 1,
lorsque la boussole elle-même a été biaisée, faussée par des traumatismes qui l'ont fait plus ou moins dévier. Point 2. Lorsque la traduction de ce qu'indique la boussole est faussée, mentale déconnectée. Point 3. Ou, dans une moindre mesure, lorsque la détermination à suivre le cap indiqué par la boussole, souvent contraire à ce que nous pensions, se trouve déficitaire, bien que la boussole soit juste et que la traduction soit pertinente. Eh bien, la carte d'aujourd'hui et la suivante porteront sur les points 2 et 3. Donc, le processus de traduction. En reprenant le cas d'Hippolyte, voyons concrètement comment ça marche, cette procédure de traduction. Premièrement, nécessité de faire attention à ses propres signaux internes. La première étape indispensable, c'est de percevoir et d'amplifier vos signaux corporels et émotionnels. Ceci a été décrit par Eugène Gendelin avec la pratique du focusing. Et j'en fais ici la synthèse à ma façon. Concrètement, restez absolument immobile assez longtemps et percevez alors les diverses sensations en provenance de votre corps. Centrez-vous sur la sensation principale ou sur la plus désagréable ou douloureuse et amplifiez-la, toujours en restant immobile, de façon à parfaitement la percevoir, cette sensation. Imaginez son poids, sa couleur, sa pression ou tout ce qui vous permettra d'en faire le tour. Ça, c'est le premier point. Une fois cette sensation bien perçue, transformez ensuite en image. Laissez venir une image qui commencera à mettre en scène ce qui se passe en vous. Aidez-vous de la phrase « ce serait comme si ». Ainsi, Hippolyte, après avoir perçu ses intestins remuer et la pression sur sa poitrine, a comme image celle d'un éléphant qui l'écrase, avec deux pattes posées sur son corps, l'une au niveau du ventre, l'autre au niveau du cœur. Attention à votre mental, il est plus rapide que tout et il peut déjà vous servir des explications. Soit réaliste, c'est parce que j'ai mal digéré mon repas. Soit symbolique, quelque chose me reste sur l'estomac. À cette étape, rien de tout cela n'est intéressant et encore moins les connaissances livresques sur le soi-disant sens de tel ou tel symptôme. Laissez venir des images, quelles qu'elles soient, en rapport avec la douleur initialement perçue. Un couteau qui déchire mes tripes, une coupure entre deux parties de mon corps, etc. Ceci fait relier à une émotion. Cette image suscite une émotion. Comme pour la sensation du début, amplifiez-la afin de bien la sentir à l'apercevoir. Écrasé par cet éléphant, j'ai terriblement peur de mourir. Je me sens impuissant. Je désespère de pouvoir me libérer d'un tel poids sur moi. Et ça donne envie de crier, de pleurer. Sentez bien cette impression, émotion. Ensuite, reliez cette situation à un souvenir. Le souvenir peut n'avoir pas grand-chose à voir avec l'image, mais il doit avoir des liens avec l'émotion et le vécu précédemment ressenti. Si aucun souvenir probant ne vous vient, vous pouvez le remplacer par un fantasme, c'est-à-dire un mini-scénario autour de l'image. Qu'est-ce qui s'est passé avant qui amène cette situation? Et comment ça va continuer? Je ferai une carte spécialement sur le thème capital du fantasme, mais pour le moment, restons-en au souvenir. Pour Hippolyte, il y a quoi? Il y a un poids terrible, un personnage tout-puissant, la peur, l'impuissance, le désespoir. Et le souvenir est le suivant. J'avais 5 ans et mon père m'a frappé sur la tête avec un manche de brosse pour m'obliger à manger, bouchée après bouchée, mon plat d'épinards qui me semblait être de la bouse. Une fois arrivé à ça, reliez ce souvenir à ce qui se passe ou qui s'est passé dans votre vie récemment. Nous arrivons à la traduction en clair. Attention là encore aux galipettes d'un mental décollé. Votre mental doit prendre la situation exactement telle qu'elle est.
sensations, émotions, images, souvenirs, et mettre en forme ce qui se dit là afin de le comprendre consciemment. Hippolyte découvre ainsi avec stupeur que sa femme qu'il aime et qu'il désire lui fait peur et le fait se sentir impuissant et livré à sa violence verbale. Le langage clair final, la traduction des langues et du message hiéroglyphique inscrit dans le corps se dit alors ainsi: quand elle me crie dessus, je me sens écrasé, impuissant, petit comme un enfant, et j'ai peur d'elle. Ici, le mental a fait sa fonction. Il traduit en langage clair et conscient ce que l'espace interne de traitement avait d'abord traduit sous forme de symbolisation. On notera que ce processus de traduction est celui-là même que nous effectuons lors d'une psychanalyse, plus particulièrement la psychanalyse rêve éveillé qui utilise l'espace de symbolisation qu'est le rêve éveillé en séance. Évidemment, Hippolyte est encombré désormais par ce dilemme. Une partie de lui majoritaire et au pouvoir dans son conscient considère à juste titre qu'il est amoureux et qu'il désire sa femme, mais une autre partie l'aperçoit comme un père terrible et se sent envahi de peur. Dilemme. Cependant, désormais, il va pouvoir passer à une étape libératoire, résolutoire, permettant d'intégrer la complexité de ses propres vécus en appliquant la pratique, que j'exposerai donc dans la carte suivante, du dialogue intérieur, dialogue entre deux antagonistes ayant tous deux leur but et leurs besoins. On pourrait les dénommer ici l'amoureux et le terrorisé. Comment vont-ils désormais cohabiter, se reconnaître, négocier entre eux, trouver des compromis utiles, instaurer des changements maturatifs, etc. En conclusion, lorsque j'exposerai la fonction du fantasme, j'espère que vous sentirez comment cet espace interne de traitement, cette ère transitionnelle, cette capacité symbolisante, ce préconscient opérationnel, ce champollion psychique sont d'une importance capitale pour notre équilibre, notre sécurité psychique, notre capacité à nous comprendre et à nous diriger dans notre vie. En résumé aujourd'hui, sans la langue intermédiaire du démotique, les hiéroglyphes nous seraient restés à jamais incompréhensibles. Sans la traduction intérieure des messages envoyés par mon corps et ses symptômes, j'avance en aveugle. Deux niveaux fonctionnent alors en moi. D'un côté, un mental déconnecté qui peut dire et prouver absolument n'importe quoi, comme le ferait un habile avocat. Et d'un autre côté, un corps dont je ne comprends pas les messages et que je vais bientôt considérer comme un ennemi ou un animal à surveiller et à contrôler. Entre ces deux, alors, je suis déboussolé. La suite et les autres aspects se trouvera dans les autres cartes du thérapeute. Et pour terminer, je rappellerai donc la phrase à mémoriser. Pour me comprendre moi-même, j'ai besoin d'utiliser la symbolisation. Voilà. Vous pouvez bien entendu me demander à recevoir les PDF de ces 7 premières cartes en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir.